Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Late Show. Aujourd'hui, je vous propose que l'on parte à la découverte de nouvelles personnalités qui font du cinéma. Mais pas que. Aujourd'hui, on va retracer la carrière d'Alexandre Gillet. Alexandre, bonjour. Bonjour les amis. Bonjour. Autour de la table, nous avons Maxou. Bonsoir Maxou. Dis Maxime. Bonsoir. Il y a Lulu. Bonsoir Lulu. Bonsoir. Et il y a Ekichi. Bonsoir. Ekichi. Ah là là. Avant qu'on passe un petit peu donc à cette émission, je vais remercier toute la team de Chemical Production, donc Seb au cadrage et aux photos pour nos petits réseaux sociaux qui s'affichent sur le bas de l'écran. Et à la réalisation, il y a Esteban. Voilà, merci les amis pour la réalisation de ce projet. Alexandre, bon, on va pas le cacher, hein, on se connaît un petit peu. Oui, c'est vrai. Donc on va se tutoyer déjà sur cette émission, hein, je préfère le préciser pour nos auditeurs. Et avant qu'on commence ce voyage dans le temps, j'aimerais remercier la personne qui nous a permis en fait de se rencontrer, puisque c'est grâce à Jordan Inconstant, un réalisateur qui est de Reims, et on s'est rencontrés sur divers événements qu'il a organisés. Donc merci à lui en tout cas de fédérer autant de monde et de créer des mélanges d'univers aussi possibles que ça, et je voulais le remercier parce qu'on ne le remercie pas assez. Tout à fait, Jordan est vraiment quelqu'un de grand talent déjà, réalisateur. Oui, et c'est un fédérateur en fait. Exactement. Il a créé un super festival de courts et moyens métrages à Reims qui s'appelle le Red Movie Awards. Et c'est vraiment extrêmement fédérateur, très positif. C'est un homme positif. Et voilà, il nous a effectivement permis de nous rencontrer. Exactement. Et puis, cette année, tu es encore membre du jury. Exactement. L'année dernière, j'étais coprésident avec Bruno Choël. C'est ça. Et cette année, je reviens dans le jury pour une nouvelle aventure. Voilà, donc ça sera au mois de mai à Reims. Voilà. Bon, ok les amis, commençons notre petit voyage dans le temps par, comme les 3/4 du temps, une naissance. Tu es né à 17 octobre, Alexandre, et on va commencer par parler de tes parents. Donc tes parents sont Georges Gallet et Gallier ou Gallet. C'était son nom de scène. Hein. Okay. Son nom c'est Gillet, comme moi. J'ai gardé mon nom moi. Mais lui à l'époque, il a préféré changer de nom. Il a pris le nom de Gallet. Voilà. Et ta maman est Michel Bardolet, donc et j'ai même trouvé que apparemment tu avais un grand-père qui était chanteur d'opérette. Tout à fait, c'était Léo Bardolet, le père de ma mère, qui était un grand chanteur d'opérette, premier comique, on appelait ça un premier comique. Il avait également une émission pour les enfants les jeudis après-midi, parce qu'avant c'était les jeudis, le jour des enfants, c'était pas le mercredi. Et il a fait toute une carrière très très fournie dans l'opérette. Il peignait également, il écrivait également des chansons. Et il a eu sa petite renommée dans les années 30, 40, 50 et 60. Voilà. Ok, comme vous avez pu le constater... Toute la famille est artiste. Je suis la 3e génération, peut-être la dernière, je ne sais pas. J'ai des neveux, ils prendront peut-être la suite, mais je suis la 3e génération. Ce n'était pas vraiment prévu dans mon parcours à la base, mais effectivement. Et mon père n'a été comédien qu'une dizaine d'années. Après, il a complètement changé de direction, mais entre ses 22 et 32 ans, il a été comédien. Et puis il a joué dans des films... Ce qu'il disait toujours, j'ai fait des grands rôles dans des petits films et des petits rôles dans des grands films. Mais beaucoup de théâtre, il a fait pas mal de théâtre. Et mais quand justement on est enfant, est-ce que ça fait rêver d'avoir des parents dans le milieu artistique où on sait que justement ils sont vus et ils font rêver des milliers de personnes? Alors, c'est délicat parce que comme c'est naturel, moi je suis né dans ce milieu-là, et même si mon père, quand je suis né, n'était plus dans le milieu, il avait gardé beaucoup de contacts. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup sortir, c'est comme ça qu'il a connu ma mère d'ailleurs. Et donc, quand on est habitué à ça, que moi j'allais très régulièrement au théâtre, que j'allais voir ma mère au théâtre parce qu'elle jouait beaucoup au théâtre, en plus de faire beaucoup de doublage, elle faisait beaucoup de théâtre. Donc j'ai toujours vu ma mère au théâtre, à chaque fois qu'elle avait une pièce, on allait la voir.
Il y avait régulièrement des comédiens, des comédiennes qui venaient à la maison. Donc voilà, c'était assez naturel en fait. Donc après, c'est vrai que par rapport à mes petits camarades de classe, j'étais le seul dans ce cas-là. Et effectivement, je voyais bien qu'il y avait, c'est vrai, une petite différence par rapport aux autres, une petite originalité, on va dire. c'est sûr. Mais de ce que j'ai pu lire un petit peu en faisant des recherches sur Internet, de base, tu t'es quand même dirigé sur des études de droit. Eh oui, moi je voulais être diplomate à la base. Incroyable. Donc, oui. Alors j'étais très studieux, très très studieux, trop studieux. J'ai perdu beaucoup de temps dans les études. Non, je rigole, mais non, je voulais vraiment être diplomate et pour ça, je voulais, j'avais préparé Sciences Po, qui était à l'époque, en tout cas, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais enfin une voie assez sympa pour commencer dans la carrière diplomatique, parce qu'il y avait plusieurs voies. Il y avait la voie économie, diplomatie, administrative, et puis je ne sais plus quoi. Donc moi, j'étais vraiment... donc j'ai fait ma prépa Sciences Po, et j'ai échoué à l'examen de Sciences Po. Là, j'avais tellement morflé que je me suis dit, allez, là, refaire une prépa, ça va être trop difficile. Là, je suis vraiment un peu sur les genoux, parce que les prépas, c'est quand même... faut être costaud. Faut être solide. C'est costaud. Donc, je suis allé en droit. Je me suis dit, je reprendrai la diplomatie par le droit, parce que, après, pourquoi pas faire un peu les langues après une bonne formation de droit, voilà. Et j'ai fait un peu de droit, 2 ans. J'ai pas eu mon diplôme parce que le théâtre est venu bousculer tout ça et voilà. Ouais, j'ai vu qu'après, justement, tu avais commencé en faisant du théâtre, plus ou moins ta voix artistique, donc d'être comédien, puisque tu es comédien et réalisateur. Mm-hmm. Ça, on va essayer d'explorer tout ça, justement, par différents thèmes de ta carrière. Et qu'est-ce que tu en retires, en fait, de cette expérience sur le théâtre, vu que c'est quand même tes premiers débuts en tant que comédien ? Moi, je dirais que c'était mes premières amours. Moi, je me suis inscrit dans ce métier par le théâtre, grâce au théâtre. J'ai eu un très bon professeur, un maître, qui était Jean-Laurent Cochet. Ensuite, je suis allé chez Blanche Salan. Alors, elle, je ne l'ai pas eu comme professeur, mais enfin, j'ai eu un monsieur de mémoire, il s'appelait Philippe No. Voilà, donc j'ai fait mes 3 années, plus une année avant dans un conservatoire de quartier. Et c'est comme ça, c'est dans ce conservatoire de quartier, en faisant des scènes, en jouant, en travaillant des scènes de théâtre en amateur, évidemment. J'étais très jeune, j'avais 18 ans. Et ça a commencé à me titiller, alors que j'avoue que c'était pas du tout la voie vers laquelle je me destinais. Voyant quand même aussi ma mère travailler, c'est quand même pas facile tous les jours. Je voyais quand même que c'était très aléatoire. Et moi, j'avais besoin de sécurité, je pense, à l'époque. J'étais un peu timoré, un peu timide. Donc, c'est pour ça que je m'étais réfugié un peu dans les études, finalement. Okay. Mais grâce à cette année de conservatoire, je me suis découvert, je ne veux pas dire des qualités, mais en tout cas une façon de voir la vie différente. Voilà. Et je me suis découvert aussi. Ok. Grâce à un professeur. Alors lui, j'ai vraiment complètement oublié son nom. C'était un Argentin, je me souviens, mais j'ai oublié son nom. Et il y avait toute une petite équipe de copains, copines, vraiment sympas, de tous âges d'ailleurs. Et là, je me suis dit, mais finalement, c'est sympa comme milieu. Enfin, et surtout, je me suis découvert en fait. Ok. Et je me suis d'autant plus découvert après en travaillant avec un grand maître et puis d'autres maîtres. Et là, le théâtre a été vraiment une sorte de révélation. Et c'est comme ça que ça a pris le pas sur les études, en fait. Et à un moment donné, faut faire un choix, parce que je commençais un peu à travailler, je faisais des pièces pour enfants, je commençais un tout petit peu le doublage, mais vraiment par des petites choses, parce que ma mère me dit, fais du doublage, si tu veux, je te présente si tu veux. Mais pendant des années, j'ai dit, non, je veux pas faire ça, pas du tout. Et puis là, je me dis, ça me permettait d'avoir un peu de sous aussi. Ah bah oui, voilà, oui. C'est un peu d'argent de poche. Faut bien vivre. Et puis finalement, j'ai adoré le doublage. Pour le coup, j'adorais y aller.
Au début, je faisais pas des petites choses, mais j'aimais bien l'ambiance aussi. C'était parce que là, il y avait aussi toute la vieille garde, si je puis dire, du doublage, hein, qui avait baigné moi mon enfance, voilà, dans les westerns, les films des années 70, Le Parrain, tout ça. Enfin bon, ça avait vraiment. Et tout d'un coup, je me mettais moi, je faisais ma petite intervention, mais je les voyais, je les côtoyais, parce que finalement, je les connaissais relativement peu, finalement, à part 2 ou 3. Mais je les avais jamais vus en œuvre puisque j'étais jamais allé quasiment sur un studio. Ok. Donc je savais ce que ma mère faisait, mais je savais pas comment elle le faisait. Enfin, je connaissais pas bien le truc. Et c'est une technique quand même qui était c'était particulier. Hein. Particulier. Et puis alors à l'époque, c'était d'autant plus particulier que ça travaillait vraiment à la boucle. Donc ça prenait un temps fou. Mais la vraie boucle, c'est des toutes petites scènes, hein, de 30 secondes, 1 minute. Et puis fallait charger l'image, le son, la rythmo, décharger tout ça, recharger pour chaque scène. Et même pour les émissions de télévision, enfin, tu vois. La technologie n'était pas la même. Ah, mais pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai connu la fin de ça. Ok. Et le début du numérique, enfin, des cassettes. Ok. Des cassettes, et puis après, il y a eu le numérique. Mais avant les cassettes, c'était vraiment très, très, très artisanal. Mais moi, ça qui me plaisait. Moi, le côté artisanal de mon métier, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'a attiré. L'artisanat et le fait de me dire, je vais pouvoir faire un métier où je vais croiser beaucoup de monde, qui vont m'apporter beaucoup de choses, parce les gens sont assez riches de culture, de personnalité. Vraiment, on s'improvise pas dans ces métiers-là. C'est pas de l'eau tiède. Ah bah non. Et donc j'ai découvert là, tout un milieu. Là, je me suis dit, au fur et à mesure des années où je faisais aussi mes études parallèlement, et au bout de 2-3 ans, je me suis dit, mais non, mais faut que je tente le coup. Oui. Au pire, si dans 4-5 ans je gagne pas ma vie, j'aurai pas 27, 28 ans, j'en sais pas, je reprendrai mes études et puis c'est pas grave. Et puis je serai avocat à 32 et puis c'est pas grave. Je me démerderai, je ferai des petits jobs. Et puis voilà. J'aime cette positivité. En tout cas, et finalement, j'ai jamais repris mes études. Et en tout cas, quand tu parles de ton métier, mais surtout du cinéma, on sent une vraie passion. T'es un vrai cinéphile, j'ai l'impression. Alors, pas trop. Non, je suis pas un grand cinéphile. Non, mais j'aime les atmosphères de travail. Ok. C'est ça, en fait. Ok, très intéressant. Ce que j'aime, c'est les atmosphères de travail. Ok. Ça, j'aime quand je vais répéter une pièce. Alors, ça fait 15 ans que j'ai pas joué, mais j'ai joué quand même pendant près d'une vingtaine d'années un certain nombre de pièces. J'aime le travail à la table avant. J'aime les répétitions. J'adore les répétitions. Chercher, trouver, revenir en arrière, douter, découvrir des nouvelles équipes. Et c'est ça que je me disais. Je vais croiser beaucoup de gens, mais ça va être plein de gens différents assez régulièrement. À moins d'un immense succès au théâtre où vous pouvez. Moi, j'ai une pièce que j'ai jouée pratiquement 2 ans, mais sinon, au bout de 6 mois, en général, on passe à autre chose. Donc, on croise d'autres gens. Puis alors en doublage, c'est encore, j'allais dire pire. Non, c'est encore mieux parce que tous les jours, on voit des gens différents. Même si on peut se croiser régulièrement les uns les autres, mais il y a des fois des copains, des copines que on se croise pas pendant 3-4 ans des fois. C'est vrai. Alors qu'on travaille tous les uns les autres, mais alors on se croise même pas. Et puis d'un coup, pouf, on se retrouve sur un projet ou juste pour une journée. Puis là, c'est le plaisir de se retrouver. Et ça, moi, c'est ça qui me plaît en fait. Ok, non, mais c'est super intéressant. Plus que la cinéphilie en soi. Bon, je sais pas si j'ai une grande culture là-dessus, mais en tout cas, moi, ce qui me plaît, c'est de travailler. Voilà, c'est le travail, chercher et de se remettre tout le temps en question. Moi, tout le temps, même maintenant, des fois, on m'appelle pour un tout petit rôle en doublage et j'y vais parce que je suis libre. Donc, je préfère passer 1 heure dans un studio que 1 heure chez moi à rien faire. Et j'arrive et je me dis, qu'est-ce que c'est déjà ? On m'explique. Et puis là, tu donnes tout, quoi. Tu donnes tout, même pour un tout petit rôle, 10, 20 lignes, mais il faut tout donner. Et c'est ça, moi, c'est ça qui me meut.
Alors, justement, au niveau du doublage, on va commencer, on va attaquer par du très très lourd, hein. Les amis, puisque j'ai vu qu'en 1988, il me semble, 91, qui est sorti, mais c'était en 88 au Japon, mais c'est sorti en 91 chez nous, puisque tu as doublé déjà Tetsuo dans Akira. Ouais. Et donc ça, alors déjà avant qu'on lance un extrait audio, j'aimerais le dire que c'est une œuvre qui est mythique, hein. Déjà, c'est une des œuvres préférées de Annie, la personne qui a fait le générique que vous avez pu voir en début d'émission. Je propose qu'on regarde l'extrait et on en parle après de Akira. Double rotor céramique, 2 roues motrices. Putain, cet engin a même l'ABS et un système électronique. 12 000 RPM. Envie de la conduire, Tetsuo? Bon, allons-y. Cette moto a été conçue pour moi. C'est trop pour un morveux comme toi. C'était quoi un peu ton rapport? Parce que Akira, c'est les premières arrivées de l'animation japonaise en France, hein, comme je le dis, 1991. Tu le vois comme un nouvel art, ou est-ce que tu es un petit peu de l'avis de ce qui va arriver plus tard, en mode est-ce que c'est très violent ou pas? Alors, je dirais que c'est les premières arrivées des mangas, de ce qu'on appelle les mangas. Parce qu'avant, il y avait quand même toutes les animations que moi j'ai pu voir dans mon enfance, adolescence, qui étaient les Goldorak et compagnie. Voilà, bon, ça on connaissait. Mais là, c'était un ovni. En plus, on était très jeunes, donc on pourrait se dire, voilà. Mais je crois qu'on a tous été, j'allais dire, choqués de ce qu'on voyait, parce que nous, on nous avait annoncé, bah tiens, t'es libre cette semaine. Comme on prenait le temps de travailler, là, on a pris la semaine là pour voire plus, pour faire ce film. Et il y a un dessin animé là, si t'es libre, voilà, t'es ok, dessin animé, on arrive, et puis alors, première scène, bon. Puis tout d'un coup, la musique, l'image, les premières scènes de violence, on se dit mais c'est pas pour les enfants, ça. Ah ouais, non. Et nous, on avait même pas 20 ans, enfin on était très jeunes, et on était nous-mêmes, on était abasourdis de ce qu'on voyait. On était choqués, et on se dit mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette violence? On ressortait des enregistrements, enfin moi en tout cas je ressortais, j'étais saoulé par la violence, le bruit, l'image, l'histoire qui était quand même un peu glauque aussi, enfin c'est très curieux. On se disait mais qui va regarder ça? C'est pour quel public? Mais enfin, quelle idée, quoi. Enfin, ouais. Vraiment, enfin, pourquoi? Et puis, en fait, quelques années plus tard, on a compris. Et puis, on a appris que au Japon, c'était assez commun, que c'était les mangas. Alors, on a appris ce mot-là, manga, bon, très bien. Et voilà. Mais c'était un véritable ovni de violence à tous les niveaux. Pour aller, moi je me souviens des cris qu'il fallait pousser, fallait aller chercher loin des émotions enfin, on n'était pas prêt, quoi. Je pense qu'on n'était pas prêt à donner autant de violence, d'aller chercher en nous des choses quand même très dark, très sombres, très violentes. Je crois qu'on est tous ressortis saoulés, en fait, décontenancés. Partant de violence, quoi. Et puis petit à petit, on a vu le mouvement manga arriver, quoi, petit à petit. Alors moi, j'ai pas vraiment trop participé parce que c'est pas trop mon univers, mais on a vu s'installer ce Akira. On a compris que c'était vraiment un précurseur déjà. Un précurseur, presque la base des mangas. Alors, je connais pas bien là pour le coup l'histoire du manga. On a Kichi, au cas où, qui regarde un peu plus. L'histoire des mangas, c'est une des bases, un des piliers du manga. Il y a eu les Ghibli après qui ont suivi le mouvement. Et là, on s'est effectivement, des années plus tard, on a vu que effectivement, comme les gens voyaient ça quand même beaucoup en français. On était devenu un peu mythique, quoi. Que ce soit Barbara Tissier, Mathias Kostovski, Alexandra Garijo, Emmanuel, enfin bon, voilà. C'est un peu l'évolution des séries manga qu'il y avait eu quelques années avant, Dragon Ball, Goldorak, tout ça, qui se sont mis à faire des longs métrages. C'est ça, c'est la première fois qu'on voyait un long métrage, en fait. Et ça, on n'était pas du tout habitué.
Et puis, c'est sorti au cinéma. Ah oui. Je pense que ça a eu son petit succès. Je sais pas si ça a cartonné quand c'est sorti, ça, j'ai pas de souvenir de ça. Bah alors, je sais pas du tout sur la sortie en tout cas non, mais vu qu'aujourd'hui ça reste quand même, c'est une petite figure quand même qui a marqué beaucoup au point d'en servir de référence dans certaines œuvres. Alors déjà de référence, et puis c'est tellement marquant que dites-vous bien que là, le 17 avril prochain, il y a une nouvelle version qui ressort au cinéma, dans les salles de cinéma IMAX, partout dans le monde. Hein. Donc voilà, on est le premier pays après le Japon consommateur de toute façon de manga. On est vraiment le premier client. J'ai appris à apprécier ça depuis une dizaine d'années parce que maintenant, alors c'est surtout des séries. J'ai plus fait mais j'ai découvert vraiment un univers aussi très poétique que je soupçonnais pas. Je me souviens d'un rôle que j'ai fait il y a peut-être 2 ans. C'était un bibliothécaire, mais qui était entre deux mondes, entre le monde des morts et des vivants, et c'était très poétique, très beau. Très très beau. Il y avait à la fois de la violence, mais en même temps il y avait beaucoup de poésie. C'était très touchant. Et en fait, je m'aperçois que c'est un univers très 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 vaste. Il y a un éventail énorme. Énorme. Et puis alors pour nous acteurs, c'est vraiment très agréable parce que on peut aller chercher en nous plein d'émotions, beaucoup d'émotions que je soupçonnais pas, j'avoue, au départ. Et alors la petite anecdote qu'il y a sur Akira, c'est que 20 ans après, on nous a demandé de faire des retakes. Oui. C'est-à-dire qu'on a refait des phrases 20 ans plus tard. Ça, on est tombé de notre chaise. Pour la sortie du Blu-ray, peut-être du Blu-ray ou du DVD ou quelque chose. Parce que la personne qui était en charge de la sortie s'était rendu compte qu'on avait mal prononcé apparemment un nom. Et oui. D'accord. Et donc tous ceux qui l'avaient prononcé, on a dû revenir pour refaire les phrases avec le nom, le fameux nom, j'avais oublié le nom. Et finalement, au bout de 20 ans, nos voix n'avaient pas beaucoup changé aux uns et aux autres. C'était parce que franchement, je me suis dit, mais ça va pas raccorder du tout. Qu'est-ce que c'est que ça fait? Mais même dans l'extrait, on sent que ça a pas beaucoup changé. Hein. Un petit peu quand même. J'ai senti quand même un petit peu plus jeune. Post-adolescent quand même. Pour revenir à ce que tu disais, je sais plus, je crois que c'était Michel qui disait que dans le dessin animé, il y avait aussi une autre façon d'interpréter, qu'il s'éclatait beaucoup plus. Je crois que c'était Michel qui disait ça, ou peut-être Constantin, mais qu'il y avait une manière de s'exprimer davantage. Il y a une forme de liberté. Oui, parce qu'on est moins tenu par la technique, par le lip-sync. C'est quand même plus aléatoire. On se cale pas sur l'acteur, vraiment, sur l'émotion. Oui. Alors, sur l'émotion du personnage, tu vois. Mais après, c'est pas très grave s'il y a une labiale qui est pas tout à fait remplie, ou s'il y a pas un petit rictus qui est vraiment rempli, ou je ne sais quoi. C'est moins grave, là. C'est l'énergie qui compte. Et donc là, en fait, on est plus libre de ce point de vue-là. On continue un petit peu notre voyage dans le temps, mais on reste en 1991. Et là, j'ai noté aussi un film qui va forcément vous parler, les amis. Mais en fait, tu as doublé Ethan Hawke dans Cro-Blanc. Ouais. Alors ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais impressionnant. C'est un film qui est culte pour les 3/4 des gens. Parce qu'on n'en parle pas tant que ça de Cro-Blanc. Un petit peu, mais très peu. Ça, c'est un peu notre signature décrochée, on va dire. Les rôles un petit peu insolites. Hein. Ça vous avait beaucoup plu qu'on parle d'Hercule et Sherlock avec Michel Crémadès. Donc là, quand j'ai vu que tu avais fait Ethan Hawke dans Cro-Blanc, je sais qu'en tout cas, Cro-Blanc, pour une grande partie des gens qui aiment les films live-action de Disney à l'ancienne, puisque c'était distribué par Buena Vista à l'époque, qui est la compagnie qui n'existe plus. Hein. C'est une autre époque, les amis, vraiment. Je le confirme. Je me souviens, j'avais pris beaucoup de plaisir. Après, c'était une ambiance un peu, comme c'est un film quand même un peu triste, c'est pas très gai. J'en garde un souvenir un petit peu ému, quoi, parce que là aussi, il fallait aller chercher des émotions, souvent un peu dures, pas très rigolotes. Et donc, il y avait cette ambiance un petit peu mélancolique, un petit peu. Mais c'était un beau film. Et alors curieusement non, c'est un comédien que j'ai perdu assez vite, que j'ai plus retrouvé, alors que ça matchait bien. Et nos chemins se sont séparés. Séparés. Mais j'ai un très bon souvenir de Cro-Blanc. J'avais bien aimé ce film. Et pour rebondir un petit peu là sur ce que tu viens de dire, est-ce que des fois c'est difficile de sortir d'un rôle après un doublage très très émotionnellement dur?
Alors quand c'est vraiment difficile, oui, il peut y avoir quelques heures, une petite journée, une soirée, un petit peu où on est encore bercé par ces émotions délicates, on va dire. Mais le lendemain, on passe à autre chose quand même. C'est quand même pas. Faut être honnête. Enfin, je pense. Mais on y repense. On y repense. Là, voilà, je repense à Cro-Blanc. C'était il y a plus de 30 ans. Ben, je me souviens des émotions. Je m'en souviens très bien. Et je suis un peu ému de ce moment-là. Parce que je me souviens avoir pris du plaisir et des émotions un peu difficiles à avoir trouvées, à devoir aller trouver. Voilà, tout d'un coup, il y a des petites réminiscences comme ça, quand on m'en parle ou si j'y repense. Mais je me souviens d'un autre film qui s'appelait Da, je crois, D-A, comme papa. Ok. Voilà. Un film qui n'a pas marché du tout. Je crois que c'était un film irlandais. Et c'était le rapport entre un fils et son père, justement. Je faisais le fils. Et j'ai un souvenir de ce film qui a laissé aucune trace, véritablement. Mais j'ai pris un plaisir fou à le faire. Et ce film-là, j'ai mis peut-être 2-3 jours à digérer bien ce qui s'était passé. Ouais, mais je peux comprendre, hein, c'est pas facile quand on doit aller puiser dans certaines émotions des choses. Il y a un autre film qui a eu la Palme d'Or à Cannes, c'était Adieu ma concubine. Je sais pas si tu voulais en parler. C'est un film qui a eu quand même la Palme d'Or, un film chinois. Pareil, dans cette époque-là, je sais plus, 91, 93, 94, je sais plus. D'accord. Et je faisais la concubine. Okay. Parce qu'en fait, c'était sur l'Opéra de Pékin, et l'Opéra de Pékin, tous les rôles sont tenus par des hommes, même les rôles de femmes. Okay. Mais ils sont pris très jeunes, les enfants, et on les éduque, soit pour faire des rôles d'hommes, soit pour faire des rôles de femmes en fonction de leur personnalité. Et mon personnage, lui, il était pris dès ses 4-5 ans, et moi, je prenais le personnage à l'adolescence et je le menais jusqu'à une 60aine d'années. À l'époque, j'avais une 20aine d'années, mais il n'avait qu'une scène pour quand il était vraiment âgé. Et ce qui était intéressant dans ce film, c'était aussi le côté historique, parce qu'on traversait toute la Chine révolutionnaire, des années 20 jusqu'aux années 60. Donc ça, c'était très intéressant. Moi qui aime l'histoire, c'était vraiment passionnant. Mais il y avait une histoire à la fois d'amitié, d'amour. Il y avait une femme qui intervenait aussi durant toutes ces décennies. Et c'était une histoire à 3 personnages, en fait. Et ce jeune homme, qui démarrait, il avait été éduqué pour faire les rôles de femmes. Ah ouais. Et c'était... moi, je démarrais, et donc il fallait aller chercher des émotions très, très féminines en moi que je n'étais jamais allé... J'imaginais même pas. Enfin, donc ça, c'est... Quand on démarre pour un jeune acteur, c'est extraordinaire de pouvoir explorer aussi intimement sa personnalité pour aller être au plus proche d'une vérité intime, quoi. Ah non, mais c'est un... Bah alors, je t'avoue, moi, je l'ai jamais vu, ce film. C'est un superbe film. Mais là, tu nous l'as super bien vendu. On va le trouver. Ah, on va le trouver, vraiment. C'est un film magnifique. Hein. C'est épique, c'est touchant, c'est dur. J'allais dire c'est drôle, peut-être pas trop, mais non, mais puis c'est très intéressant ça, sur cette période qu'on connaît quand même relativement peu. C'est vraiment un très 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 beau film. Il n'y a pas le d'or à Cannes quand même. C'est pas rien. Bien entendu. Continuons notre voyage dans le temps, mais on reste dans les années 90, les amis. En 99, il va y avoir une série qui va, je pense, changer la phase du monde des séries, puisque tu vas avoir une voix dans Dawson. On a un petit extrait musical. Je suis sûr que ce générique a révélé des souvenirs pour les 3/4 de nos auditeurs qui ont pu suivre Dawson. J'en ai pas parlé dans notre vidéo de Scream 7, les amis, mais la série, puisque Scream 7 est réalisé par Kevin Williamson, qui est le créateur de la série, mais je profite de cette émission pour rendre un hommage à James Van Der Beek, qui est l'acteur qui a interprété Dawson et qui est décédé en début février. Voilà, donc c'était quand même une figure du monde des séries télé qui a disparu. Donc dans la série, tu es la voix de Pacey Witter,
il est incarné par Joshua Jackson. Les gens qui ont adoré la série Fringe, comme moi, savent exactement qui il est. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Dawson ? Dawson, c'est une très très belle aventure. C'était la première direction artistique d'une série, en tout cas, de Barbara Tissier. Et elle nous a recrutés, enfin elle a proposé nos noms, hein. Il y a eu un casting, moi j'ai passé un essai sur ce comédien, donc Joshua Jackson, qui n'était pas connu, enfin en France en tout cas il n'était pas connu, je pense qu'il avait fait pas mal de choses enfant, mais voilà. Et j'ai été choisi, et là je remercie tous ceux qui m'ont choisi, les clients, Barbara qui m'a mis sur le casting, parce que ce comédien, je l'ai suivi quasiment tout le temps, hein, jusqu'à dernièrement, une série assez rigolote, assez sympa, Docteur Odyssey. Okay. C'est assez rigolo comme série. Et il y a eu Fringe, il a fait pas mal de films aussi. Alors moi je suis un très très grand fan de Fringe, les amis. The Affair, c'est une belle série aussi. The Affair. Dr. Death, il a fait également. J'ai jamais vu Fringe. T'as jamais vu Les mecs discrets alors qu'il y a un micro devant eux. Non, je l'ai jamais vu. Et franchement, mon petit Lulu, je te conseille. Regarde, on juge pas si vous n'avez pas vu, etc. Mais en tout cas, vraiment, Fringe, c'est une super série. C'est un petit peu le successeur de X-Files. Exactement. Et puis les rapports entre le père et le fils sont très sympas. Très sympa. Bien. Donc pour revenir à Dawson, on s'est retrouvé avec une équipe des jeunes de l'époque, quoi. On n'était pas nombreux, hein, parce qu'à l'époque, les années 80-90, faire du doublage, c'était réservé aux ringards apparemment. C'est ce qu'on voulait nous faire croire. Une belle revanche. Non, c'est pas une revanche. C'est pas une revanche. C'est juste peut-être remettre les choses à leur place. Ah oui. C'est que c'est juste beaucoup ne voyaient pas le côté artistique du doublage, la nécessité d'être bien formé comme comédien, le plaisir qu'on peut avoir à travailler un rôle, et puis cette chance incroyable quand on fait du doublage de pouvoir interpréter un rôle incroyable de rôle qu'on ne vous donnera jamais parce que vous avez la tronche, le physique que vous avez, ou l'énergie, parce qu'on vous met dans des cases très vite du fait de votre physique, mais avec la voix, les possibilités sont infinies en fait. Enfin infinies, j'exagère, mais elles sont incroyables. Et on finit par le comprendre aujourd'hui. Il est peut-être temps, mais enfin c'est comme ça. Donc Et donc on a fait ça a duré au moins 7 ans, je crois. Alors Dawson, moi j'avais noté 7 saisons. Ouais, c'est ça. Puis à l'époque on fonctionnait vachement plus cool. C'était un épisode par semaine, donc il y avait 22 ou 24 épisodes par saison, donc on se voyait pendant 6 mois toutes les semaines. Ah ouais. C'était génial. On en a parlé récemment. C'est vrai que maintenant les séries. Maintenant c'est 3-4 épisodes regroupés. Ouais. On vous regroupe tout seul ou avec éventuellement un autre partenaire. Tout est compressé. Donc avant, pour faire une série, vous aviez 20 dates, 22 dates. Maintenant, déjà, il y a quasiment plus de séries de plus de 20 épisodes par saison. Et ça, vous faites 4-5 dates au maximum, 6 dates si vous avez le rôle principal, mais c'est tout. Donc ça aussi, ça c'est pas évident. Hein. Pour enchaîner les cachets et faire ses heures, c'est pas facile. Ah oui, alors déjà oui, il y a ce côté-là que je pense que les 3/4 des gens ne pensent pas, mais il y a aussi un autre facteur, c'est la fatigue en studio. Quand on doit quand tu décris un épisode par semaine, je pense qu'on a plus le temps de le travailler, d'y réfléchir. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de pauses. Ouais. Déjà, il fallait souvent décharger les cassettes, ou les bobines. Donc on prenait du temps, on avait souvent du temps pour aller, pour ceux qui fument, d'aller fumer, boire un café, interroger son répondeur parce qu'il n'y avait pas les portables. Vraiment, on avait du temps. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, quand vous êtes tout seul et que vous devez faire 2 ou 3 épisodes, que vous avez un des rôles principaux et que vous avez la journée ou une journée et demie pour faire tout votre rôle sur 2 ou 3 épisodes, vous n'avez pas beaucoup de temps de respiration. Alors toutes les 2 heures on fait une petite pause parce que on a besoin de respirer. Après il y a l'heure du déjeuner, mais bon, c'est vrai que le soir on arrive, on est rincé, quoi. Ah ouais, vraiment rincé, parce que comédien, quand on fait du doublage, on doit être une force de proposition permanente.
on est en permanence une force de proposition. Tout le temps. À chaque scène qui arrive, c'est une force de proposition, elle s'arrête, on vous propose tout de suite une nouvelle scène qui n'est pas forcément des fois dans la continuité, malgré tout. Donc, faut revenir, donc tout le temps. Et ça, au niveau du cerveau, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant parce qu'on n'est jamais en repos. Faut se mettre dans le mood actuel, on a une fraction de seconde limite pour changer le mood. Exactement. Et puis on nous demande d'être quand même efficace, on nous demande d'être bon, mais il faut être quand même aussi un peu efficace. Hein. Donc le soir, effectivement, on peut être assez fatigué. Quand tu dis force de proposition, c'est-à-dire que vous avez le texte de base et après, vous, comme c'est de l'adaptation, vous pouvez... Alors, force de proposition, c'est plus dans les humeurs. D'accord. Tu vois, dans l'interprétation. Les textes, en général, on n'y touche pas trop parce qu'ils sont vérifiés. Donc, voilà, après, quand il y a... manifestement une erreur ou qu'on se dit tiens là mon personnage il peut pas dire ce mot-là parce que c'est pas dans son humeur, c'est pas dans son langage, donc on essaye de trouver là pour le coup assez rapidement un terme de substitution, mais c'est surtout dans l'humeur. Il faut toujours être émotionnellement proposer quelque chose de... Alors, l'image nous aide beaucoup, bien entendu, l'interprétation originale nous aide, mais enfin, il faut être en capacité d'être tout le temps en proposition. On propose, et puis c'est jamais bon la première fois, donc faut rectifier, faut être aussi une force de rectification. Quelqu'un qui démarre dans le doublage, il faut qu'il sache rectifier très vite. Ouais. Et ça, c'est souvent difficile quand les nouveaux arrivent et qu'ils viennent du cinéma ou de la télé ou du théâtre. Eux, ils répètent longtemps. Moi, je l'ai fait, donc je sais ce que c'est. Mais en doublage, on te demande de changer très vite. Très vite. Il faut savoir déstructurer ce que tu pensais faire. Si tu vois qu'on te demande autre chose, il faut accepter de changer ton braquet et proposer quelque chose de nouveau. C'est vrai. Qui corresponde à ce qu'on te demande, bien entendu. Bien entendu. Ah mais oui. Donc sur Dawson, est-ce que tu as une petite anecdote entre guillemets à nous fournir, un moment de... Non, il y avait une ambiance formidable. On était toute une petite équipe, on se voyait même des fois à côté. Enfin, on se faisait des dîners, des soirées. Il y avait une osmose entre nous tous. On aimait se retrouver. Quand on nous annonçait une nouvelle saison, on était heureux. Moi, j'aimais mon personnage, je le trouvais super cool, super. C'est un personnage bon, il a ses mauvais côtés, mais c'est un beau personnage. Pour moi, c'était un des plus beaux personnages, j'avoue. Ouais, carrément. Vraiment. Donc, j'étais heureux Puis en plus, il était amoureux de la petite, j'ai oublié son prénom, mais c'était Alexandra Garigeau qui le faisait, et puis on s'entendait super bien avec Alexandra. Donc, c'était vraiment un plaisir à chaque fois de jouer avec elle, quoi, vraiment. Passons les années 2000, on va aller directement à l'année 2001, et là en 2001, il y a quelque chose qui va arriver au cinéma. L'Odyssée de l'espace. En limite, mais pour le monde de l'heroic fantasy, le Seigneur des Anneaux arrive. Extrait. De ce que j'ai lu, et là j'aimerais avoir confirmation de ta part, c'est Peter Jackson lui-même qui a choisi les versions, en tout cas les acteurs, les comédiens pour faire la version française. C'est ce qu'on nous a dit, mais il l'a fait pour tous les pays. Hein. Oui, bien entendu. Chaque pays a proposé, en général, je pense qu'ils ont dû proposer 3 rôles 3 comédiens par rôle, ou comédienne. Et ils ont tout envoyé, et puis il y a eu le retour, et puis c'est lui qui choisissait tout. C'est impressionnant. Le hasard, enfin je sais pas si c'est vraiment un hasard, mais il y a une série documentaire qui a été faite sur l'élaboration du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, qui s'est fait en 6 épisodes et que j'ai narré. C'est moi qui ai fait le narrateur. Il y a 1 an de ça, 1 an et demi. Et donc, j'ai vu en fait comment les 2 films, les 2 sagas se sont faites.
Et très clairement, le Seigneur des Anneaux, c'était son bébé. Il a investi sa vie, quoi, vraiment, et ça a duré. Il a mis des années à monter tout ça. Enfin, c'était un défi incroyable ce qu'il a fait, ce type. Et donc, je pense qu'il voulait tout contrôler de A à Z jusqu'aux voix étrangères. C'est incroyable. Ce qui, en général, n'intéresse absolument pas, de ce qu'on m'avait dit, les réalisateurs américains. Ils en ont absolument rien à faire des versions. Pas, oui. Ça ne les intéresse pas. Eux, c'est leur version à eux, qui cartonne aux États-Unis. Et puis après, si ça fait une belle carrière à l'étranger, ils sont très contents, bien entendu. Mais ils ne se préoccupent pas de ce qu'on m'a dit, en tout cas pour la plupart, des versions étrangères. Pour eux, ça doit être même assez exotique, on va dire. Cela dit, nous, quand on entend un Louis de Funès en allemand ou en italien, ça nous fait rire aussi. On est plus en mode c'est cocasse. Après, on en a déjà parlé, nous, ici. C'est vrai que une version qui fonctionne, par exemple, dans notre pays, qui est doublée en français, c'est parce que aussi, il y a des comédiens de doublage qui s'investissent et qui sont extraordinaires. C'est parce qu'on a une tradition française, et ça, c'est comme ça, c'est vraiment en France. Alors maintenant, les Italiens font quand même des efforts, les Allemands aussi, les Espagnols sont pas mal, mais globalement c'est en France que ça s'est dès l'après-guerre, pour défendre l'exception culturelle française, pour éviter d'être trop envahi par les produits américains, les films américains, la culture américaine. Ils se sont dit, qu'au moins l'image soit américaine, mais que le son soit français. Voilà. C'était ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a habitué les Français et le public francophone à des versions françaises. Et c'est comme ça que souvent, y a même, moi, autour de moi, j'ai encore des gens qui me disent, jusqu'à 10, 11 ans, 12 ans, pour eux, ils imaginaient même pas que les films qu'ils regardaient en français, c'était des films américains, ou allemands, ou chinois. Les enfants sont... Et pour eux, c'était des films français. Et donc, ils sont bercés avec notre musicalité, notre prosodie, quoi. Et donc, c'est là où, aujourd'hui, on en récolte quelque part certains fruits, puisque on voit qu'avec les réseaux, ça a énormément aidé, je pense. Moi qui n'y suis pas sur les réseaux, mais bon, j'avoue que ça a permis de populariser véritablement ce corps de métier qui était un peu dénigré il y a pas encore si longtemps que ça, et parce que en fait, c'est leur petite Madeleine de Proust, quoi, les VF. Totalement. Totalement. Voilà. C'était la première fois que tu doublais Elijah Wood ? Oui, c'était pas moi qui le doublais avant. Je crois que c'était Charles Pestel, il me semble, en tout cas, au moins dans un film. Mais là, de toute façon, il voulait de toute façon des essais. Je ne sais pas trop qui a passé les essais. Je crois qu'il y avait aussi Alexis Thomasian qui l'avait doublé, il me semble, et qui a passé les essais, me semble-t-il. Mais c'est sous réserve, je ne suis pas sûr, parce que tout a été fait là aussi. Voilà, on n'était pas très au courant. C'est des infos que j'ai eues bien plus tard. Mais je pense qu'on était 3 sur les essais, et puis voilà, et c'est moi qui ai été... Alors j'ai été choisi parce que je pense que les autres étaient un peu trop, pour le coup, un peu trop jeunes. Moi, j'étais déjà un petit peu plus mûr qu'eux, et de ce qu'on m'a dit, de sources très informées, il m'a choisi parce que ma voix était légère. J'ai toujours une voix légère, même maintenant, elle est plutôt un médium léger, mais elle était légère, mais comme j'étais un petit peu plus mûr, il a ressenti cette maturité et il s'est dit, pour le 3e épisode, il va me falloir cette maturité-là dans le jeu. Bah oui, je comprends totalement. Et d'ailleurs, c'était ma prochaine question, c'est quand tu es au studio pour doubler la franchise Le Seigneur des Anneaux, mais surtout le 3e film, est-ce que devant ce spectacle incroyable, tu as cette sensation de se dire, ça va tout cartonner? Au 3e épisode, au 3e, même si ça marchait déjà au 1er et au 2e, mais là le 3e en termes de récompense, en termes de... Là, on l'avait déjà vu à la fin du 1er. En faisant le 1er, on n'était pas sûr, parce que je pense que tout le monde était...
il y avait beaucoup de fébrilité de la part des clients, voilà, de tout l'organigramme. On sentait une fébrilité parce que les enjeux étaient énormes. Les distributeurs, les producteurs, vraiment se sont mis à nu financièrement pour aller au bout de ce projet. Donc je pense que si le projet avait capoté, enfin si le public n'avait pas été au rendez-vous, ça aurait été terrible pour eux, ils auraient fait faillite. Donc il y avait une très grande fébrilité. Et quand on a vu le succès du premier épisode, là on s'est dit, oula, ça cartonne bien quand même. Donc là, les 2 prochains, faut quand même pas se louper non plus, parce que on entre dans autre chose. Et c'est là qu'on a commencé à faire des rapports avec le Star Wars. Ok. Qui était 20 ans plus tôt, 25 ans plus tôt. Oui. Et là, on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'installer un petit peu comme la trilogie Star Wars. Ah ouais. Non, mais franchement, je me doute que quand on est devant ces images-là, déjà en termes c'est impressionnant de voir autant d'hommes, autant de... Un travail colossal. Le travail est fou. Même le travail du doublage doit être colossal aussi. Là, pour le coup, on avait beaucoup de temps. Voilà. Là, ils nous ont accordé beaucoup de temps. Ils ont mis les moyens. L'adaptation était magnifique. C'est Déborah Perret qui l'a faite. Elle avait des contraintes énormes. Daniel Perret, qui nous a dirigés, avait lu 3 fois le livre, voyait le peu d'images peut-être qu'elle avait, mais elle regardait, elle s'investissait à fond. Elle connaissait tout sur le bout des doigts, les personnages, les situations. Et pour le coup, on a tous quasiment enregistré seuls. Moi, j'ai dû faire une demi-journée peut-être avec les Hobbits et puis une autre petite demi-journée avec Sam, Christophe Lemoine. Mais sinon, on a tout fait tout seul. Donc, on avait beaucoup de temps. On avait très peu d'images, voire pas d'images. Donc tout se faisait à l'oreille, on imaginait, Daniel nous donnait ce qu'elle savait de la situation, du personnage. Moi je connaissais pas bien le comédien, je l'avais quasiment jamais vu. Donc il fallait se projeter, mais on avait tellement de temps. Et puis après on est revenu, on a refait pas mal de scènes avec des images un peu meilleures. On a eu beaucoup de temps. Et c'est pour ça que je pense que le doublage est réussi, parce qu'il y a eu beaucoup de temps et puis tout le monde était ultra investi, quoi. Et ça se sent. C'était déjà un peu caché ou pas, les images ? Ah, complètement. Ouais, d'accord, déjà à les l'époque. Les premières top secret, quoi. Oui, on voyait quasiment pas d'images. Ouais. Quand le personnage n'était pas plein pot, l'image s'ouvrait pas. Ouais. Donc déjà, l'ingé son, tu imagines, fallait qu'il imagine. Nous, on nous décrivait la situation, ou alors il y avait une image qui s'ouvrait un petit peu, mais c'était tellement trouble qu'on distinguait vaguement quelque chose. Et puis petit à petit, on a travaillé sur des images un petit peu meilleures, donc on refaisait. Parce que, voilà. Mais l'ingé son, il se tirait les cheveux. Même à l'époque, c'est là où il a eu un grand talent. C'était Gilles Missire, un grand talent, ce monsieur. Moi, je pensais que c'était récent, le fait de cacher à l'arrivée des Marvel, comme Michel nous avait dit. Déjà, ça a démarré là, je pense. Vraiment. Alors, pour éviter les fuites, etc. Sur des gros projets comme ça. Mais je pensais pas qu'en 2000, pour le Seigneur des Anneaux, ça c'était déjà. Je pense que déjà pour Peter Jackson, c'est peut-être le projet de toute une vie, quoi. C'est vraiment la chose qu'il voulait. Il voulait aucune fuite. Et puis, il venait tellement loin, là. Je l'ai appris dans le documentaire dont j'ai fait la narration, c'est qu'il y avait eu plein d'essais avant où ça est capoté. Donc, oui, c'était son bébé, quoi, son bébé. Et puis en plus, je crois que vraiment financièrement, il pouvait pas se louper, quoi. Ah ouais. Parce que là, c'était ça aurait été une catastrophe, hein, pour tous ces gens. Je n'en doute pas. Continuons un petit peu, changeons de franchise. Là, on arrive dans une autre franchise, mais d'animation, puisque j'ai vu que tu faisais Pinocchio dans Shrek. Le premier épisode est sorti en 2001. Totalement incongru. On a un petit extrait, mais qui vient du Shrek 3. Alors dis-moi, bille de bois, où est Shrek ? C'est que je sais pas où il est pas. Tu tentes de me dire que tu ne sais pas où est Shrek ? Il est peut-être pas déraisonnable d'envisager que je ne dise pas où, tout comme que ce soit quasi partiellement incorrect. Tu sais donc où il est ? Ah, au contraire, il n'est pas absurde ou coup-ci coup-ça d'envisager l'idée ni
sans tenue grenue que, somme toute, de manière ni plus ou moins aléatoire, je sache en effet avec une nette incertitude où il pourrait n'être pas. Incroyable. Le casse-tête. Là, tu modifies la voix. Mais même la séquence là. Même la séquence de doublage là. Alors déjà d'une, ça a dû être très très dur. Est-ce que tu es au courant que genre là potentiellement il y a Shrek 5 qui est dans les tuyaux? Pas du tout. Bah en tout cas il y a Shrek 5 dans les tuyaux. Et par contre comment tu le vis toi quand, cette fin de franchise pour Shrek 4 à la fin parce que c'était quand même des beaux moments et on voit que t'as des phases à mon avis ultra phrasées, c'est des longues phrases très complexes à dire. Comment en modifiant on est aidé par la bande rythmo quand même. Ah ouais, non mais quand même. Mais je l'ai pas appris par cœur. Hein. Mais quand même. Mais non, mais encore une fois, c'est un métier où on est amené à interpréter plein de rôles différents tous les jours. Non, mais enfin souvent, régulièrement, quand on a la chance de travailler, qu'on vous fait confiance. Moi, ça fait partie aussi du jeu qu'une chose a un début, un milieu et puis une fin. Mmh. Et c'est pareil, c'est valable pour une série, pour un film. Bon, bah, quand une saga s'arrête, elle s'arrête. Après, c'est sûr que si Shrek 5 sort et qu'il y a un petit Pinocchio qui traîne et qu'on me le propose, bah, je serais super content. Ah oui, je me doute. Parce que c'est un personnage, curieusement, qui n'est pas un grand personnage. Il n'est pas très présent, mais il marque. On m'en parle souvent. Ah. C'est ça qui est très, 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 très marrant quand même. Mais t'es allé loin chercher la voix. Ouais. Bah écoute, c'est comme ça. Quand je t'ai dit que j'ai des médiums légers. Incroyable alors, franchement. Mais du coup, au même titre que le Seigneur des Anneaux, est-ce que tu sens que Shrek, quand tu le doubles le Pinocchio en tout cas, et que tu vois le dessin animé comme ça, est-ce que tu sens derrière qu'en fait ça va quand même exploser aussi? Oh bah Shrek, c'était attendu, oui. Ouais. Et puis il y avait Achaba qui avait fait le rôle. Donc là, ils ont misé. Après, ils peuvent miser et puis se planter, hein, ça arrive. Mais là, dans ce qu'on voyait, parce que là, il y avait un petit peu d'image quand même. Enfin, moi, je me souviens avoir fait ma scène en voyant Pinocchio, quoi. Donc, je sais pas, tu ressors et tu te dis, oh, c'est sympa ce qu'ils ont fait, quoi. Ça peut être assez marrant. Et puis, c'était assez nouveau de faire un prince moche, un ogre, un anti-conte de voilà, c'est vrai que c'était nouveau, même l'aniation, hein, c'est DreamWorks. Et c'était bien fait, c'était marrant. Enfin, le chat était très très drôle. Enfin bon, voilà, non, tu te dis franchement, il y a des chances que ça fonctionne quand même. Ouais, non, je comprends totalement. Et puis, c'est une franchise qui est devenue culte pour beaucoup de monde. Ouais. On reste un petit peu dans l'animation. Et en 2003, tu vas devenir la voix de Sonic pour la série Sonic X. Et donc, il est temps de parler un peu du Star Talent, les amis, puisque l'instant Star Talent. L'instant Star Talent, puisque il y a eu les films live action Sonic qui sont sortis. Malheureusement, ce n'est pas toi qui est à la voix de Sonic. J'ai fait les films annonces, mais pas le film. Ah ouais. Enfin, pas les films. Alors, le désespoir de beaucoup de gens. Tu avais fait les films annonces quand même. Oui, j'avais fait les films annonces, mais il m'avait prévenu, il m'avait dit, tu sais, ils vont peut-être te remplacer par une Star Talent. Et je dis, c'est pas grave, c'est la loi du genre. Hein. C'est tellement dommage. C'était dommage pour les fans, enfin pour les fans, surtout ceux qui aiment Sonic. Voilà, surtout que vous le faites encore aujourd'hui. Enfin, dans les derniers Sonic, Sonic Prime, vous êtes la voix non, de bien Sonic. Sûr, bien sûr. Alors, d'autant plus que Sonic, il y a eu quand même une première version qui a été dessinée et finalement les fans se sont un petit peu insurgés. Et ils ont dit mal. On veut l'original. Et ils ont fini par faire l'original. Ils ont eu du mal. Ils ont eu du mal avec le dessin. Après, ils ont eu du mal avec la voix. Parce que j'ai un copain, moi je suis pas sur les réseaux encore une fois, mais qui me dit un jour, je reçois un texto, il me dit tu fais la une, t'es dans le top 3 de je sais plus quel site, Instagram ou je sais pas quoi. Et je dis mais de quoi il me parle? Pour moi c'était lunaire. Et je finis par comprendre ce que ça veut dire. Et en fait, mon nom était cité tellement souvent par les fans qui disaient c'est pas possible, Alexandre Gillet, c'est pas lui qui le fait, on veut Alexandre, etc.
que ils s'y sont tenus, ils ont eu raison, parce qu'une fois que vous êtes lancé, il ne faut pas s'arrêter. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je pense que c'est dommage pour les fans. Ouais, je comprends. Pour les fans de la série, je pense que ça les a perturbés. Après, le comédien qu'ils ont pris a fait le job et il n'y a pas de souci. Et puis, sincèrement, ça m'a pas empêché de dormir. Ouais, je comprends parfaitement. Oui. Mais par contre, la communauté Sonic est très puissante et très mais ça n'a pas suffi. investie. Ils ont même été jusqu'à faire une version, donc la Bentales, sans Malik Bentala, puisqu'ils ont pris en fait la version française de tous les autres acteurs, mais ils ont pris la version québécoise de Sonic. Les amis, j'ai envie tout simplement de vous proposer quelque chose. Alexandre, est-ce que tu accepterais de faire 50 secondes de rêve pour justement cette communauté et à redoubler en fait une séquence d'un des films Sonic de votre personnage de Sonic. Donc il y a une scène que j'ai pas faite. Une scène que t'as pas faite et ça serait une scène de Sonic 3. Ah ben on va voir ça. Les Robotnik arrivent à la chambre forte. Plus de temps à perdre. Je fonce. Non Sonic, j'ai pas désactivé toutes les défenses. Trop tard. Regardez, je cours du mauvais côté de la route. Faut que je fasse un peu de tourisme. Paul, George, John et le quatrième là. Touriste relou, on approche. Pardon, attention. Oh, Majesté Poudlard, c'est par où? Oye, oye. Sonic le hérisson veut une tasse de thé. Vestiaire, merci. T'y arriveras jamais à temps. Mais si j'y arriverai à temps. T'y arriveras jamais à temps. J'y arriverai à temps. Oh, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. J'y suis arrivé. Ah désolé, je fais que passer. Pas le temps pour les autographes. Il faut que je speed. Bye. Oh là là, extraordinaire. Les frissons. Ah, mais j'ai les frissons. Oh là, Incroyable. Ça lance cette facilité Bravo. finalement à lire, parce que nous c'est vrai qu'on s'est essayé, mais c'est alors bon, on n'est pas comédien, mais c'est vrai que t'as une facilité. Merci pour ce moment, ça m'a. Incroyable. Merci beaucoup. J'espère que ça plaira aux fans. Exactement. Voilà. En tout cas, c'est sympa. J'aurais bien aimé faire le film. C'est sympa. Sincèrement, vous auriez adoré si vous avez adoré. Aussi un quatrième film, je sais pas. Je suis beaucoup moins cher que lui. Non, mais si vous aviez adoré faire le personnage dans les animations, je pense que le film vous auriez adoré le faire. Bah oui, non, bien sûr. C'est un personnage qui est super sympa. Enfin bon, il est cool, il est un peu tête à claque, mais il est trop top. Vous avez même fait les jeux, de toute façon, il me semble, dans les jeux. C'est le même personnage dans la même voix dans tous les interprétations. Et puis chaque série avait sa petite personnalité. Il était un petit peu différent à chaque fois, et on a pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire, vraiment. Merci encore Alexandre, merci beaucoup pour cet happening, c'était vraiment très cool. Je continue notre voyage et là on va changer littéralement le spectre de ton jeu, puisqu'on va rentrer dans une série qui est actuellement considérée comme l'une des meilleures séries du monde, puisque tu as incarné le personnage de Jesse Pinkman, Aaron Paul, dans Breaking Bad. Extrait. Tu le disais, tu as une voix plutôt médium léger. Ouais. Quand tu as un rôle aussi sombre que Aaron Paul, en tout cas, comment tu l'abordes directement? Alors là, il y a deux choses. La première, c'est qu'on n'a pas vraiment la même voix. Il a une voix un peu pétée, un peu éraillée, que moi j'ai pas. Enfin là, je l'ai un peu. Yeah, Mr. White. Voilà, Mr. White. Mr. White. Un petit peu, on exagère un peu, mais enfin voilà. Que moi, j'ai une voix plus claire dans l'absolu. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est un personnage qui est aux antipodes de ce que je suis. Déjà, à l'époque, plus jeune que moi. Et puis, cet univers de drogue, tout ça, je ne connais pas. Donc, un personnage, quand Guillaume Orsa me l'a offert, je peux le dire, c'est vraiment un cadeau. C'était vraiment, je lui ai souvent dit, c'était très audacieux de ta part, parce que je pense que peu de gens, et moi le premier, je ne me serais pas distribué sur ce personnage. Et en fait, on avait fait une série ensemble
quelques mois avant, où je faisais un personnage un peu similaire, mais dans les très beaux quartiers new-yorkais. Mais c'est un comédien, j'ai oublié son nom, mais il allait un peu chercher dans le même registre, sauf qu'au lieu d'être dans les bas-fonds de la société, c'était un millionnaire new-yorkais. Mais à peu près du même âge. Et donc, c'est ça qui lui a donné cette idée de me distribuer sans essai. Je n'ai pas fait d'essai, aucun casting. Et il m'a imposé au client. À l'époque, c'était, je crois, Arte. La série est passée sur Arte. Absolument, exact. Les premières diffusions, c'est Arte. Et le client, merveilleusement, avec beaucoup d'intelligence, a fait confiance à Guillaume. Et donc, il me dit, voilà, je te propose une série. Accroche-toi, c'est un ovni, mais je suis sûr que tu peux le faire. Et bon, ok, je sais pas plus que ça. Et j'arrive, et là, je vois voilà, je dis bonjour à tout le monde, et puis il m'explique un peu la série. Là, je me dis, oui, c'est pas tout à fait mon univers. Et puis là, je vois le comédien. Là, je me dis, ouais, ok, bon, physiquement, pourquoi pas. Et puis là, allez, on fait la première scène. Et là, je me dis, oh là là. Je dis rien, mais je le pensais très fort en moi. Je me dis, mais c'est pas du tout pour moi. Ça va être un enfer. Et puis, je me dis, tu dis rien. Tu dis, s'il croit que je peux le faire, je me lance, on verra. Et je me suis lancé. Et alors là, un miracle. Un miracle. Et j'avoue que à la fin de la scène, je me dis, mais il est pour moi, ce mec. Alors, il a fallu travailler, bien évidemment. Oui, oui. C'était qu'un premier jet, première scène, d'un personnage quand même compliqué. Mais au fond de moi, je me suis dit, il est pour moi, ce gars. Curieusement, enfin, étonnamment. Et donc, on a travaillé. Et j'avoue que c'était à la fois très compliqué parce que c'était un personnage d'une extrême violence intérieure. C'est une série d'une grande violence. Complexe. Aussi, je disais souvent, c'est la série du silence. Il y avait des silences incroyables, mais des silences nourris, une BO extraordinaire, mais des rôles, des comédiens déjà de très haut niveau, et puis des personnages cassés dans tous les sens, quoi. Ah ouais, là on est sur des broyés même pour certains, vraiment. Donc là, il a fallu aller chercher au-delà de la voix. Tout ce que je pouvais trouver en moi de brisé, de cassé, de sensible, et puis finalement ça s'est fait naturellement, en fait. Et c'est curieusement un des personnages où j'ai eu le moins de difficultés pour rentrer dedans, me l'approprier. C'est vraiment impressionnant. Très curieusement. Ouais. Vraiment. Et puis la série a le succès que l'on connaît à l'heure actuelle. Et franchement, c'est une trop bonne anecdote que tu nous fournis là, Alexandre. Merci beaucoup. C'est une très belle série. Après, il faut la regarder en forme, parce que c'est costaud. Et justement, tu regardes un peu des séries ? Pas trop, parce que je trouve que c'est très chronophage. Ah oui. J'en fais quand même un certain nombre. Donc, quand je rentre chez moi, je regarde la télé comme tout le monde, mais je regarde plus des unitaires que des séries. Ok. Parce que à chaque fois que j'ai essayé, au bout de 5-6 épisodes, j'arrête. Ouais. J'ai pas le temps. Je me dis, tiens, je vais regarder la suite. Et puis, il se passe 10 jours. Et tout d'un coup, je me dis, mais c'est ce que j'ai vu. J'en étais déjà. J'en étais où ? Donc j'ai fait une fois ou deux, et puis après je me dis non, c'est pas pour moi, donc je les regarde pas. La seule que j'ai vue, la dernière que j'ai vue, mais parce qu'il y avait que 12 ou 13 épisodes, je sais plus, c'était la série espagnole là, sur le CAS là. La Casa de Papel, ça c'était génial, mais j'ai vu que la première saison, j'ai pas vu la suite. Mais je me suis dit, bon. T'aurais vu la suite, t'aurais su que c'était un petit peu moins bien sur la fin. Bon. Voilà. Mais en tout cas, saison 1 et 2, c'était top. Moi, la 1, je me suis régalé. Mais voilà, il y a 11 ou 10 épisodes, je sais plus. Je me suis fait ça sur un week-end, pour le coup, pluvieux, où je sais que j'avais du temps. Et j'ai passé un week-end super. Et encore maintenant, il y a des séries plus courtes. Il y a beaucoup de séries de 6 épisodes. De plus en plus. Malheureusement pour nous. Pour les scénaristes aussi. Tant mieux peut-être pour le public comme moi qui a du mal à faire des grosses séries. Mais c'est vrai que maintenant, on fait des mini-séries de 4 épisodes, 6 épisodes, 8, 12 ou 13. Et alors, curieusement, l'année dernière, j'ai fait Docteur Odyssey avec Joshua Jackson. Et là, je crois qu'on a fait 22 épisodes.
incroyable. C'est très rare à l'heure actuelle. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait. Il y a un public à prendre sur les mini-séries, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand on parle de séries avec nos entourages ou les collègues, ils disent toujours mais il y a trop de saisons ou trop d'épisodes. Donc il y a eu une hype il y a quelques années. Maintenant, c'est vrai que les gens ont plutôt tendance à consommer les courtes séries pour vite bien sûr, passer à autre chose. Ça, plus le fait que justement les mini-séries, t'as souvent juste une fin et c'est pas forcément ouvert. Et je pense que ça joue beaucoup sur ça. Oui, non, mais totalement. Et puis l'engouement des séries, des longues séries des 22 épisodes, c'est quand même des séries comme Prison Break, 24 qui ont développé ça, des concepts, et début 2000. Stargate. Je sais que Alexandre a eu un personnage dedans. Donc oui, tout à fait. Il joue un alien. Ouais. Merci pour cette. J'adore cette série. Donc à chaque fois qu'il y a Stargate dans l'équation, Maxime il est là. Tu peux demander à moi ou Gary, ça part. Et ben justement, les longues séries, on va en parler. Le public aussi a eu la chance de t'entendre dans le rôle de Barry Allen. Dans The Flash, là il y en a eu des épisodes. Et là il y en a eu des épisodes, il y a eu beaucoup de saisons. Comment certes, quand tu attaques une série, tu sais que que la série va pas forcément avoir le succès, tu sais pas trop comment ça va se goupiller, mais quand ça y est, tu as fait 3-4 saisons, comment tu appréhendes justement la longévité de la série? Est-ce que juste tu es content de retrouver le personnage ou pas? Alors oui, parce que là pour le coup, c'est un acteur que j'aime beaucoup, je le trouve très frais, très inventif, sympathique, vraiment Grant Justin, je le trouve super sympa ce type. Je trouve que c'est vraiment un bon acteur, il sait tout faire, il chante, il danse, il est vraiment, il est à l'aise, et puis il est sympa, je trouve qu'il a une bonne tête, bonne expression. Et la série, là aussi, c'est pas trop mon univers, mais il y avait un bon mood quand même, les personnages sont intéressants, mon perso est vraiment intéressant parce qu'il est à la fois, il est brisé lui aussi, il lui arrive quand même beaucoup de merde. Et pardon pour le. Non, pas de problème. On est sur Internet, pas de souci. Non, il a beaucoup de soucis dans sa vie, mais il est toujours positif, c'est la famille avant tout, les copains, l'amitié. Je trouve que c'est un personnage exemplaire. Au sens premier du terme, et je trouve qu'en ce moment ça manque un peu, donc je trouve c'est bien que des jeunes se soient identifiés à lui, puisque la série a très très bien marché. Je trouve ça bien, c'est positif. Après, il y avait une saison que j'avais trouvé un peu dark, je crois que c'est la 3e ou la 4e, je sais plus. Je trouvais qu'il se perdait un peu, ça allait un peu vers Arrow, il se perdait un petit peu. Oui. Il y a eu les crossovers, très très complexes à suivre. Oui, il y a eu des moments où il y avait un épisode qui commençait sur, je dis n'importe quoi, sur Flash. Il passait sur Arrow et il finissait sur Supergirl. Là, tout d'un coup, fallait suivre, je pense. J'avoue que à l'époque de ma première émission sur Internet, on était très très fans de l'univers de Arrow, de The Flash, de Supergirl, mais au bout d'un moment, c'est très complexe. Le multivers, il est dur entre DC Legend of Tomorrow, Supergirl. Alors il y a des fans, donc il faut respecter ça. Parce que eux, ils suivent. Alors donc, déjà, ils suivent et surtout, mais moi, je suis très présent. Il y a des moments, je me dis, mais comment ceux qui suivent pas l'autre série, mais parce qu'il y a un épisode, je sais plus, il se marie, il dit mais on n'a pas vu le mariage. Où il est marié, on apprend qu'il est marié, mais et où le mariage? Et en fait, j'ai fait l'épisode du mariage sur l'autre série 3 semaines après. Il y a un moment, fallait. C'est plus facile à suivre dans les films, je trouve. Oui. Dans les crossovers films que des crossovers séries. Faut que la personne ait vu déjà l'autre série, puis elle a peut-être pas envie parce que c'est comme on les fait pas forcément en même temps. Aussi, il y avait peut-être un mois de décalage, donc c'était un peu compliqué à suivre des fois. Je suis d'accord. Je vois que le temps file comme flash. Les file comme flash, les amis. On avait prévu un petit happening, mais on va passer tout de suite donc à la continuité de ce que tu disais avec les crossovers en film, puisque depuis 2013, les gens ont la chance de t'entendre dans la voix de Chris Evans, de Captain America. Oui. Alors, anecdote que j'ai vue aussi en cherchant, tu n'as pas fait le premier film. Ah non, c'est Maël Davansoulas, un copain qui l'a fait. Mais incroyable. Et je suis sûr que ça, c'est un effet que tout le monde pense comme quoi tu as fait le premier. Hein. Mais beaucoup. Pourtant, il a tellement interprété après. Moi, je l'ai fait démarrer dans le second et depuis, je le fais quasiment tout le temps, Chris Evans. Quasiment, je pense. Enfin, bon. Et j'ai eu la chance, quelque part, que Maël décide d'aller vivre avec sa petite famille au Canada.
D'accord, ok. Donc, quand il y a eu les essais pour le deuxième épisode, parce qu'il y a eu des essais, j'ai pris contact avec Maël, qui était parti, il venait de partir, mais vraiment, c'était... Et je lui dis, attends, on me contacte pour un essai, mais tu as fait le premier épisode. Il me dit, mais t'inquiète pas, c'est en accord avec la production, le distributeur. Moi, je ne peux pas revenir et je peux pas me faire là-bas, donc il n'y a aucun souci. Moi, je suis parti, et voilà. Cela dit, il fait une très belle carrière au Québec. Donc, c'est un grand comédien, Maël. Et donc, j'ai été choisi aux essais. J'étais un petit peu surpris parce que, pour le coup, Chris Evans a une voix un peu plus lourde que moi. Mais bon, je lui ai trouvé. Alors, c'était le deuxième épisode et dans le premier, il était encore un peu jeune, un peu. Il était un peu fluet, tout ça. Donc, je pense on était proches, Maël et moi, au niveau vocal. Donc, je pense qu'ils se sont peut-être plus calés sur le fait qu'il y aurait une continuité avec la voix de Maël plutôt que la voix de Chris Evans. D'accord. Mais ça a été super parce que finalement, moi, j'ai essayé de compenser mon manque de grave par une présence, une autorité qu'il a fallu que j'aille chercher en moi. Et puis voilà. Et depuis, je suis super heureux de pouvoir aussi suivre ce comédien qui est là aussi, lui aussi, c'est un comédien vraiment que je trouve de grande qualité, qui est capable de faire plein de rôles différents. Il a aussi beaucoup de recul sur lui-même, un peu comme Ryan Gosling. C'est des comédiens qui savent avoir beaucoup de recul sur eux-mêmes et le côté sex symbole qu'ils peuvent avoir. Et ils savent casser ça et je trouve que c'est très très intelligent. J'ai beaucoup aimé dans Marie, par exemple. C'est toi qui l'as doublé. Oui. J'adore ce film. Très joli film. Et tiens, justement, j'aimerais bien que nos auditeurs ont la chance de t'entendre sur Captain America. On a un petit extrait. C'est pas vrai, il manquait plus que moi. J'ai Loki en visuel, au 14e étage. Je ne suis pas Loki. Et j'ai rien contre toi. Je ferai ça toute la journée. Ouais, je sais. Je suis au courant. Eh oui, la réplique culte. La réplique culte, non. Après, la réplique culte, c'est le Avengers. Avengers Rassemblement, évidemment. Incroyable. Ou le plus beau cul de l'Amérique. Ah oui. Quand il se regarde lui-même. Mais je trouve que dans cet extrait-là, c'est marrant que tu en aies parlé juste avant, mais on ressent que tu es allé dans l'autorité. Oui. Je trouve que quand il arrive, ça y est. C'est Captain, c'est Captain. Américain, donc il fallait trouver ce côté rassembleur, chef, que pas trop mon caractère à la base, mais enfin bon, on a tous une autorité en nous, il faut aller la trouver, et puis aussi, on travaille aussi sur sa voix, je suis allé un peu dans mes graves, et puis le mix fait que tout d'un coup, ça colle, quoi. Je suis d'accord. Merci en tout cas. Pour continuer, tu as parlé de Ryan Gosling et j'ai envie qu'on en parle, les amis. Ryan Gosling, moi, il y a un film qui est culte. Pour moi, en 2016, sort La La Land. Et c'est une comédie musicale. Alors, on a un petit extrait musical pour se mettre un petit peu dans le thème. Alors, moi, je suis un grand fan de comédie musicale. Je ne sais pas si les gens autour de la table le sont. Mais je sais que, avant tout, d'être dans le doublage, d'être comédien, est-ce que ça, c'est une pratique que tu aurais aimé faire en vrai, la comédie musicale ou pas ? Ah oui. Ouais. Mais je crois que j'ai pas le talent de chanteur. Je chante juste, mais après, je me suis jamais vraiment prêté à l'exercice. Mais oui, j'adore aller regarder les comédies musicales, là, pour le coup, mais aussi les cabarets, j'adore ça. Enfin, vraiment, tout ce qui est musical, j'aime beaucoup. J'adore. Je suis allé voir il y a pas longtemps la Cage aux Folles. Oui. Vraiment, c'est super. Tous les morceaux chantés sont extra. Enfin, c'est des bons moments, c'est des moments de détente pour moi. Et, j'aurais aimé savoir très bien chanter, oui. Je veux bien te croire, mais ouais, La La Land, c'est quand même un beau projet aussi. Oui, c'était chouette. Alors, c'est pas moi qui chante, mais alors pour le coup, avec Ryan Gosling, on a un timbre assez proche, parce qu'il a un timbre
plutôt léger, un médium un peu léger. Il a peut-être un petit grain, mais franchement, on est proche. Hein. C'était pas la première fois que tu le doublais? Non, la première fois, c'était dans The Notebook. Il y a un très beau film, il y a plus de 20 ans, avec Danielle Perret déjà. C'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier sur ce comédien-là. Après, je ne l'ai pas fait tout le temps, mais je l'ai fait dans pas mal de films. Et le dernier que j'ai fait, c'était Ken dans Barbie. Ah oui. Alors ça, on sent que c'est le pur délire. Hein. Vous êtes éclaté. C'est top. Mais moi, il y a typiquement le genre de rôle où il casse le mythe du beau gosse, du sex symbole. C'est tellement intelligent de faire ça, et puis il le fait tellement habilement, avec beaucoup d'humour. C'est au-delà de grands acteurs, ils ont l'intelligence d'aller vers des rôles où on les attend pas forcément. Et ça, c'est très intelligent, je trouve, pour un comédien, de ne pas rester dans sa zone de confort. Et comme tu le disais, Chris Evans et Ryan Gosling, je trouve qu'ils gèrent leur carrière à la perfection. Il y a un film avec les deux acteurs sur Netflix, The Grey ou Grey. Du coup, j'ai fait les deux. Ah. Non, je rigole. J'ai pas eu. Non, mais parce que j'ai pas souvenir du jeu. Je pense plus Chris Evans pour le coup, mais je sais même plus lequel vous avez interprété. J'ai interprété Chris Evans et j'étais super content, parce que en fait, je trouve pour moi c'est le meilleur des deux rôles. Oui, c'est vrai. Ça t'est pas arrivé de faire un film et par exemple d'avoir deux comédiens que tu doubles, comme Jérémy Covillo. Voilà, Jérémy Covillo nous a dit par exemple. Ça arrivait. Alors je me souviens plus parce que là c'est vraiment l'exemple type. En plus c'est les deux rôles principaux. Oui. Bon là fallait bien choisir. C'est le client qui a choisi. Ils ont préféré que je fasse. Moi je pouvais faire l'un ou l'autre. Ça m'était égal dans l'absolu. Mais pour le coup je suis très content d'avoir fait Chris Evans parce que le rôle est vachement plus sympa quoi. Là aussi. Il casse son image. Alors il est à la fois tueur et tout, mais en même temps on sent qu'il a une petite fragilité. Enfin bon, et en même temps c'est un tueur avec crac en 2 coups 3 mouvements il tue 10 personnes en même temps. Enfin bon, c'est un super rôle. L'autre le rôle de Ryan Gosling dans le film est plus standard, on va dire. C'est le héros classique qui voilà. Mais il le fait très bien, évidemment. Bah oui. Comme je le disais en tout début d'émission, tu es comédien, mais tu es aussi réalisateur. Et donc, en 2017, tu t'es lancé avec un ami à toi dans la réalisation de courts-métrages. Vous en avez fait quand même pas mal. Hein. J'ai noté donc Tic Tac en 2017, Le jour se lève en 2018, À mi-temps en 2019 et Jackpot en 2020. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer derrière la caméra ? Je crois que tu en as oublié en 2016. Ah pardon, désolé, mais c'est très bien. Attends, il me revient pas. C'est tellement... Goutte à goutte. Goutte à goutte, c'est le premier. Voilà, mais oui, goutte à goutte. Et pourtant, tu l'as marqué. Mais je l'ai marqué. En plus, il a eu un énorme succès. Il a eu un très très gros succès en plus. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer derrière la caméra ? En fait, c'est Benjamin Pallier, qui est mon alter ego dans ces aventures-là, qui est venu me chercher. Lui, c'est un passionné de cinéma, de doublage. Il travaille. Alors, on a fait ça de façon professionnelle, mais avec des moyens limités parce que voilà, tout coûte cher. Et il m'avait fait participer à quelques-uns de ses projets en tant qu'acteur. Et puis un jour, il vient, il me dit voilà, j'aimerais faire un truc un peu plus professionnel, plus avancé, mais est-ce que ça te dirait de le faire avec moi ? Et moi, je connais rien en technique et lui s'y connaît plus en technique. Je dis écoute, ça peut être sympa, on peut être complémentaires. Toi tu t'occupes de la technique, moi du côté artistique, et on écrit nos scénarios ensemble et voilà. Et c'est ce qu'on a fait sur 5 projets. Et c'est vrai que j'ai commencé, c'est là que je me suis aperçu que j'aimais aussi diriger les acteurs. Okay. C'est un vrai plaisir de faire partir un comédien d'un point A à un point B et en le faisant passer par plein d'émotions, plein d'indications pour qu'il puisse arriver à faire ce pourquoi tu l'as recruté, quoi. Incroyable. Oui. Voilà, et ça c'est très riche en fait. C'est humainement très riche. Et c'est très dur. Et c'est très difficile parce que on est des petites choses fragiles, les acteurs, les artistes en général. Et donc, je me suis aperçu, tu peux vite bloquer quelqu'un. Pas parce que tu es méchant, mais parce que d'un coup, tu donnes une mauvaise indication, le mauvais qualificatif, et
il va pas le comprendre ou il va mal le comprendre, alors que toi, t'es pas forcément dans l'optique de lui faire du mal, enfin de le bousculer. Mais tout d'un coup, tu dis, ah mince, j'aurais pas dû dire ce terme-là, parce que là, en fait, je comprends, il le prend dans l'autre sens, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Donc, il faut être très habile, il faut être subtil. Il faut être bienveillant et en même temps, faut imposer son point de vue. C'est vrai. Donc c'est un exercice d'équilibriste quand même. Et puis quand on tourne, on est limité dans le temps. Il y a une petite tension. Donc humainement, mais on avait beaucoup de chance parce qu'on avait des comédiens formidables et une équipe de jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient hyper motivés. On les a quasiment tous eus sur les 5 projets. Et on a passé des moments merveilleux, notamment dans Le jour se lève où j'ai fait bosser ma mère. Elle faisait le rôle principal. C'est un film qui dure à peu près 15 minutes. Donc c'est celui qui a duré le plus longtemps. Donc on a tourné 4 jours. Et je me souviens de 4 jours merveilleux parce qu'on a partagé des émotions. En plus, le sujet est très, très dur, c'est sur la mort. Ah oui. Donc j'avais prévenu ma mère, elle dit oh mais ça me gêne pas du tout, avec plaisir, je suis comédienne quoi. je l'ai presque vexée. Et on a passé 4 jours merveilleux avec toute l'équipe bien entendu, mais moi en plus de faire travailler ma propre mère sur un sujet aussi difficile, qui est forcément voilà, c'est des choses qui peuvent secouer quoi. Hein, oui, voilà. Oui, totalement. Mais ça a été une très très belle, j'allais dire une belle rencontre. Ah oui. On s'est redécouvert, je pense, mère et fils. Ah, c'est beau. Non, c'était un très très beau moment. T'aimerais bien repasser derrière la caméra ? Oui, j'aimerais bien, mais seul, je m'en sens pas vraiment capable. Après, peut-être que je manque de confiance, mais oui, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Oui. Eh ben, on te souhaite en tout cas de refaire des petits courts-métrages très sympathiques que j'ai pu voir justement pour l'émission. On va continuer un petit peu notre parcours. Et, le voyage se termine bientôt, les amis. On va parler du monde du jeu vidéo. C'est un monde que tu soutiens depuis très longtemps, vraiment très très longtemps, je trouve. Et on a vu que justement le jeu vidéo prenait de plus en plus d'ampleur et on le reconnaît de plus en plus comme un art vraiment qui cumule vraiment tout corps de métier, dont le doublage. Et cette année, les amis, on a eu, je pense, une pépite incroyable qui ressemble tout ça. C'est Expédition 33. Clair-obscur. On a un extrait, les amis. Elle a détruit notre monde. Et quelqu'un lui a dédié un temple. Seuls les gens têtus peuvent changer le monde. Ça aussi, c'est ton héritage. Je refuse de laisser Maëlle mourir ici. Je la ramène à la maison. Nous briserons le cycle pour qu'elle ne vole plus jamais l'avenir de personne. Incroyable. Je revis des mauvais moments là. Non, vraiment, déjà Expédition 33 est devenu le jeu de l'année cette année. Impressionnant. Équipe de VF incroyable. Tu es accompagné de Adeline Chetaille sur ce projet. Ça te plaît ? Féodor Atkin. Ouais, Féodor Atkin, exactement aussi. Bref, le casting est fou, que ce soit en VF mais aussi en VO, parce qu'ils ont réussi à recruter des gens totalement fous. Mais tu aimes le doublage dans le jeu vidéo ? Alors, c'est plus technique que le doublage. Donc, dans l'absolu, on est moins amené à faire travailler notre imaginaire artistique. C'est assez technique. Souvent, on n'a pas d'image, on a des références audio. Quand il n'y en a pas, il y a des petits zigouigouis, il faut essayer de s'y tenir. On nous parle un peu du personnage. Donc, on ne voit pas souvent grand-chose. Mais il y a des exceptions, comme Clair-Obscur, Expédition 33, où on avait tout. Wow. Et moi, en plus, j'ai eu cette chance, c'est que je suis arrivé en fin de parcours. Ils m'ont recruté en fin de parcours.
Et donc, tout était presque fait déjà. Donc, moi, j'ai vu une image presque définitive, j'ai entendu la musique, j'entendais mes camarades qui avaient déjà enregistré. Donc, quand on réécoutait, je les entendais. Donc, pour moi, c'était plus facile de rectifier parce que j'avais leur émotion qui m'aidait. Et il y avait l'image, l'histoire. Et donc, je me suis, pour le coup, c'est une des premières fois où je me suis vraiment immergé dans le jeu, en jouant, enfin en interprétant. Et là, je m'étais dit, ce jeu, ça passe ou ça casse, quoi. Mais si ça passe, ça peut être vraiment... ça peut faire une belle chose, quoi, parce que c'est assez nouveau. Enfin, je trouvais ça assez nouveau. Moi, je suis pas gamer, je joue pas. Mais de tout ce que j'avais fait avant, et puis en plus juste avant j'en ai fait un très gros qui a aussi eu un gros carton l'année dernière, c'était Kingdom Come 2 où je fais Henry, donc c'est un énorme truc aussi, ça qui a bien marché également. Grosse communauté, hein. Mais énorme. Mais disons que là c'était plus standard dans ce que j'ai fait, dans la façon de le faire, hein. Mais après voilà, on s'investit, mais il y a peu d'images, voilà. Alors que là on avait tout, il y avait de l'image, il y avait plein de choses, et c'est la grande force aussi de cette production où ils ont fait confiance à tout le monde. Ouais, Sunfall. Ils ont fait confiance. Je sais qu'ils ont fait confiance au directeur artistique Serge Thiriet, qui a eu beaucoup d'éléments. Et c'est juste, voilà, on vous dit tout, on vous donne tout, mais vous vous taisez. Et on vous dit quand vous pouvez parler, quand vous pouvez dire des infos, voilà, parce que et ça, je trouve que ça fait du bien aussi d'avoir des gens qui vous font confiance. Ouais, je suis d'accord. Ça se ressent vraiment. Et ça se ressent même, voilà. sur la question du doublage, sur la question de la musique, quand on écoute les compositeurs justement, Lorient Testar et Alice Dupond-Mercier, je crois. Ah, pour la musique, pour le chant, oui. Ouais, tu l'entends aussi comme quoi, ils le disent, hein, ils font confiance à toutes les équipes, à tout le monde. Et dans l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, c'est incroyable d'avoir un studio. Il y avait un autre état d'esprit. Et après, moi, je peux comprendre qu'on verrouille, hein, parce qu'il y a quand même des enjeux. Mais voilà, là, ils ont un peu moins verrouillé. Mais ça, voilà, on voit le résultat. Ah ouais, franchement, je pense qu'il y aura un avant et après Expédition 33. Ah clairement, ça se ressent direct. Et quand j'ai fait en grande partie Expédition 33, parce que je l'ai pas fini, parce que par manque de temps aussi, c'est très chronophage le jeu vidéo. Mais j'ai attaqué le jeu, et en plus de ça, on attaque le jeu C'est ta voix. Direct, et franchement je me suis dit mais non, c'est Alexandre. On se connaissait déjà un petit peu, je fais mais non, et puis incroyable, t'as un timbre de voix dans Expédition 33, on sent t'es allé chercher dans tes graves un peu quand même, hein. Gustave, il est au sérieux, quoi. C'est sérieux, mais c'est facile parce que les émotions sont belles. Ah ouais, franchement c'est des très belles émotions. Ces jeux-là, enfin celui-là en tout cas, tu les interprètes comme un film. Ouais, mais totalement. Mais ça se sent. Mais même eux, ils l'ont pensé comme un film. Pour le coup, là, c'est technique, bien entendu, mais c'est beaucoup moins technique. Et je crois que tous mes autres camarades ont abordé ce jeu de cette façon-là, comme si c'était un film. Ouais. On est sur la fin de l'émission, les amis. Est-ce que vous avez des choses à dire à Alexandre avant que je passe à la conclusion ? Nous, on a eu une super anecdote de Jérémy Covillo. Est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer Elijah Wood ou Chris Evans ou Ryan Gosling ? Elijah Wood, c'est le seul. Tu vois. D'accord. C'est le seul. Lors de la sortie, je crois, du 3e volet, il me semble. C'est peut-être le 2e ou le 3e volet. Sur une avant-première ? Ouais. Et ils avaient organisé un truc extraordinaire. Il y a l'esplanade du Trocadéro à Paris, face à la Tour Eiffel, là, qui est quand même un très grand endroit vide. Donc, il y a les musées et un théâtre de droite et de gauche. Mais en dessous, ce qu'on ne sait pas, moi je ne savais pas, il y a une énorme salle de réception sous la dalle. Ouais. D'accord. Face à la Tour Eiffel. Et là, je sais pas, il y a des centaines de mètres carrés de réception. Et ils avaient organisé ça là-dedans, avec une grande partie de l'équipe américaine. Et ils ont eu la courtoisie, la gentillesse d'inviter l'équipe française. Donc nous, on est arrivés là, peut-être pas tous, mais enfin voilà, on devait être une petite dizaine. Et il y a un moment, je crois que c'est Daniel Perret qui vient me voir et me dit il y aurait possibilité qu'il te présente Elijah Wood, mais vraiment 2 minutes, parce qu'il y a peut-être un créneau. Est-ce que ça t'intéresse ? J'ai dit oui, allez. Et puis on me l'a présenté, on s'est parlé
Effectivement, 2 minutes, et puis voilà. Ok, merci beaucoup en tout cas pour cette question, Eikichi. Merci Alexandre d'avoir accepté c'était très sympa. l'invitation du Late. Je suis sûr qu'on a forcément oublié des rôles iconiques que tu as interprétés parce que ta carrière est gigantissime. On aurait l'émission de 4 heures. L'émission aurait duré 6 heures, les amis. Mais vraiment, merci beaucoup. Merci ça nous fait extrêmement plaisir. Les amis, je vous dis à très vite pour notre live. Voilà, ça sera le 28 mars, le prochain live, donc ça va être très très cool. On te souhaite le meilleur, Alexandre. Merci, à vous aussi. Merci pour votre accueil. Bon, t'es pas très actif sur les réseaux, mais non, c'est vrai. On va peut-être falloir que je m'y mette. On va peut-être essayer de voir quelque chose. En tout cas, je remercie le staff de Chemical pour la production de cette émission qui était encore absolument dingue. Cette émission prend une ampleur pour nous, c'est absolument dingue. Et je vous dis à très très vite sur Internet pour encore plus de cinéma. Merci et ciao à tous. L'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao.